10 millions d'oiseaux surgissent dans un territoire déclaré stérile, un chiffre qui fracture d'emblée les pronostics les plus sûrs. En quelques mois seulement, alors que les indicateurs annonçaient l'inertie, un retournement discret bouscule les repères établis et met à l'épreuve les modèles construits hors du Sahel. Que signifie pour le quotidien d'un village un tel déplacement du rythme naturel? Et comment cette impulsion touche-t-elle la vision portée par Ibrahim Traoré? Dans le silence encore chaud du désert, une ligne de possibilités commence à vibrer. La promesse qui émerge de cette dynamique n'a rien de spectaculaire en apparence, mais elle trace une frontière nette entre les récits hérités et les trajectoires que les communautés peuvent réellement façonner. Le bénéfice central, restaurer une autonomie durable fondée sur le vivant, apparaît comme un horizon concret de 10 à 12 mots que chacun peut comprendre sans intermédiaire. Les villages qui s'approprient le programme découvrent un changement subtil. Nourrir les couvées modifie simultanément l'économie domestique, la circulation des ressources et le rapport aux saisons, révélant une cohérence que les anciens modèles d'aide n'avaient jamais su produire. Et c'est ici qu'intervient le premier micro-hook. Si quelques gestes répétés suffisent à déplacer les flux d'un marché local, jusqu'où peut aller une logique entièrement portée par les foyers eux-mêmes? Les enjeux deviennent alors explicites. Réorganiser les cycles biologiques pour réduire la dépendance, stabiliser les revenus ruraux, ancrer l'autonomie dans les pratiques, et prouver qu'un territoire longtemps fragilisé peut se doter d'une méthode plutôt que d'une attente. Cette promesse n'est pas abstraite, elle engage des vies, des routines et des saisons. En 3 mois seulement, plus de 600 couvoirs surgissent dans les villages du Nord, un chiffre qui dépasse toutes les prévisions initiales et oblige les observateurs à réviser leur grille de lecture. C'est une révélation discrète, apparemment modeste, révèle qu'un mouvement organique peut renverser une inertie que l'on croyait structurelle et ouvrir une trajectoire que peu avaient anticipée. Dans ce paysage recomposé, un fait devient visible. Les gestes répétés prennent le pas sur les infrastructures lourdes. Les familles élèvent des pintades non comme une curiosité agricole, mais comme un outil de survie enraciné dans les saisons. Les sols brûlés retrouvent une respiration ténue. Les enfants restent davantage au village pour apprendre le comptage des couvées, et les marchés autrefois tributaires de la viande importée exposent les premiers produits issus de cette protéine verte. La transformation se diffuse par capillarité, portée par des foyers qui n'attendaient plus de solutions extérieures pour réorganiser leur quotidien. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, ne parle ni de symbole ni de rupture idéologique. Il inscrit son approche dans un cadre pragmatique. Restaurer une souveraineté vécue, mesurable, fondée sur la répétition des cycles et la maîtrise de la vie locale. Les coopératives, formées parfois dans des abris précaires, deviennent des lieux où chaque œuf représente une unité d'autonomie supplémentaire. Elles coordonnent les échanges, organisent les naissances, harmonisent les pratiques rurales et renforcent les communautés autour d'un objectif simple: produire sans dépendre. Les villages de Dorikaya et d'Arbinda incarnent cette dynamique nouvelle. Les agronomes y enseignent des techniques adaptées, les familles convertissent leurs abris en laboratoires communautaires, et les jeunes reprennent un rôle actif dans l'économie domestique. Chaque couvée devient un fragment de dignité retrouvée. Ainsi, le programme s'installe non par décret, mais par l'adhésion quotidienne de ceux qui en vivent les premiers effets. La question suspendue s'entr'ouvre ici, en écho direct au premier So What. Si un simple cycle de reproduction peut déjà reconfigurer un désert silencieux, que se passera-t-il lorsque l'ensemble du territoire en maîtrisera le rythme? Dans les premiers villages touchés par l'initiative, une figure discrète devient le fil conducteur pour comprendre la portée concrète du programme. Un agriculteur de Dorikaya qui raconte comment les pintades ont modifié sa relation à la terre. Il décrit un cycle retrouvé, fait de gestes simples: nourrir les oiseaux, collecter les œufs, enrichir les sols, et affirme que la terre respire différemment
après quelques semaines seulement, une observation qui précède souvent les relevés plus formels. Un deuxième témoin, une mère de famille d'Arbinda, apporte une autre couche de compréhension. Elle voit ses enfants rester au village, participer aux couvées, compter les naissances, apprendre à redistribuer les œufs entre foyers. Dans son récit, la pintade cesse d'être un animal. Elle devient un lien intergénérationnel, un rythme partagé qui réorganise doucement les saisons. Les coopératives locales soutiennent ce mouvement, coordonnant les naissances et structurant les échanges pour éviter les déséquilibres entre familles. Le système se renforce parce qu'il reste accessible, reproductible, inscrit dans des gestes que chacun peut tenir. Ces deux trajectoires individuelles donnent une profondeur humaine à la vision portée par Ibrahim Traoré, dont l'approche ne repose ni sur la promesse technologique, ni sur l'attente institutionnelle. Elle rend tangible ce que signifie reconstruire une souveraineté à partir du foyer, à partir de micro-décisions quotidiennes qui, mis bout à bout, déplacent l'équilibre d'un territoire entier. Et la question centrale surgit alors, nette et brève. Que vaut une stratégie si elle ne transforme pas la vie de ceux qui la portent ? Le point de bascule apparaît au début de la saison sèche, lorsqu'un réseau informel de familles commence à échanger des œufs pour maintenir la continuité des cycles, malgré l'épuisement visible des sols. Rien n'est officiel, rien n'est structuré, mais le geste se propage vite. Une famille perd une couvée, une autre en a deux de trop, et l'équilibre naît de ces compensations spontanées. C'est ce moment précis qui sert de déclencheur. L'élevage cesse d'être une pratique isolée pour devenir une matrice communautaire. Les coopératives émergent presque malgré elles. Les registres se remplissent. Les flux se stabilisent. Le terrain change de rythme. Un second basculement suit de près. Les premiers abris rudimentaires sont renforcés avec des matériaux locaux et les enfants prennent en charge la surveillance quotidienne. Ils notent les variations, comptent les poussins, repèrent les pertes. Chaque geste crée une donnée. Chaque donnée devient une décision. Les agriculteurs s'appuient sur ces relevés pour ajuster les couvées. Les mères identifient les zones où la reproduction faiblit. Les jeunes coordonnent les échanges entre hameaux. Un système se construit en silence. Il se renforce par répétition. Il gagne en précision à mesure qu'il se diffuse. La montée en intensité, le véritable haut du cycle, s'installe lorsque l'approche franchit les limites des premiers villages et atteint les zones les plus exposées du Sahel. Les sols brûlés montrent les premiers signes de régénération. Les insectes ravageurs reculent autour des nouvelles couvées. Les marchés commencent à changer d'apparence. La viande séchée, issue des élevages locaux, remplace progressivement les cargaisons venues du sud. Les familles réduisent leurs dépenses. Les foyers gagnent du temps. Les flux régionaux se modifient. Des abris provisoires deviennent des incubateurs artisanaux. Des coopératives improvisées se transforment en structures d'apprentissage. Les voix circulent d'un village à l'autre pour expliquer comment optimiser la reproduction. Les radios relaient les techniques les plus efficaces. L'ensemble forme un bloc. Il avance vite. Au cœur de ce mouvement, un principe formulé par Ibrahim Traoré s'impose comme un marqueur. Une souveraineté se construit d'abord par la maîtrise des cycles les plus simples. Ce n'est pas un slogan, c'est une méthode. Les villages alignent leurs efforts autour de cette idée, et l'effet d'entraînement crée une cohésion inattendue dans une région longtemps définie par la fragmentation. Chaque foyer devient un point d'appui, chaque couvée devient un investissement, chaque reproduction devient une preuve. Lorsque le programme atteint son apogée, les 600 couvoirs bâtis en 3 mois forment un réseau dense. Les flux migratoires des oiseaux suivent les nouvelles oasis biologiques créées par les fientes enrichissantes. Les familles constatent un changement tangible dans les récoltes. Les sols retiennent mieux l'humidité. Les herbes repoussent. Les pousses se multiplient. Le désert se fissure. Un mouvement souterrain gagne en force. La du champ vient ensuite, subtile mais décisive. Les pratiques s'ancrent. Les cycles se stabilisent. Les pertes diminuent.
Les importations reculent, les familles s'organisent sans attendre les camions d'aide. Les jeunes restent au village. Les coopératives assurent la continuité des flux. La souveraineté n'est plus un objectif lointain. Elle s'installe dans les gestes quotidiens. Elle s'exprime dans la manière dont un territoire reprend prise sur lui-même. Elle montre qu'un programme naît souvent dans le fracas de la nécessité, mais s'établit durablement dans la répétition patiente. La ligne de base se dessine d'abord dans un mouvement net. La dépendance alimentaire, qui reculait lentement depuis plusieurs années, chute brusquement de 12% en 6 mois, une variation qui signale une rupture structurelle dans les routines d'approvisionnement. Cette baisse traduit une réorganisation quotidienne des flux domestiques, mesurable dans la manière dont les familles substituent la production locale aux cargaisons extérieures. Elle marque aussi un changement de logique, où les coopératives deviennent les premières unités de régulation plutôt que de simples intermédiaires passifs. Un deuxième indicateur complète cette trajectoire. Les relevés agricoles montrent que la fertilité des sols augmente de 40% en 18 mois, une progression d'une ampleur rare dans les zones appauvries du Sahel. Cette amélioration tient à une accumulation régulière de matières organiques déposées par les cycles répétitifs de l'élevage diffus. Les paysans constatent une meilleure rétention de l'humidité, un retour progressif des herbes et une présence accrue d'insectes bénéfiques, tout signe d'une régénération durable. La terre cesse d'être un support passif pour redevenir une matrice active, capable d'absorber et de transmettre les effets du vivant. Un troisième chiffre éclaire le volet économique. Les importations de viande diminuent de 2% dans les zones rurales. Un recul qui témoigne d'un transfert net de valeur vers les circuits communautaires. Les marchés structurent différemment leurs étals, privilégiant les produits issus des couvées locales. Les familles réduisent les dépenses. Les coopératives contrôlent mieux les stocks. Et les petits artisans transforment plumes et déchets organiques en matériaux utiles. L'économie se densifie à partir des unités les plus modestes, sans qu'aucune infrastructure lourde ne vienne imposer sa cadence. Ces 3 chiffres ne décrivent pas un miracle, mais une mécanique patiente. Ils traduisent un système où la répétition des gestes produit des effets statistiques cumulés. Chaque couvée alimente une dynamique plus large. Chaque décision de reproduction influence la disponibilité locale. Chaque échange entre foyers modifie les flux régionaux. La stabilité provient de la diffusion horizontale, non de la centralisation. Les villages ne dépendent plus uniquement des cycles politiques ou des marchés extérieurs. Ils s'appuient sur leur propre rythme biologique. Dans cette architecture, la vision défendue par Ibrahim Traoré trouve une matérialité claire. Elle repose sur un principe simple. Lorsqu'un territoire maîtrise le vivant, il maîtrise une partie de son avenir. Aucune machine ne dicte ici le tempo. Ce sont les familles qui construisent la cohérence, jour après jour, couvée après couvée. Les coopératives organisent les surplus et les manques, équilibrent les naissances, partagent les pratiques les plus efficaces. Elles deviennent des structures de données avant d'être des structures administratives. L'effet d'entraînement dépasse les chiffres eux-mêmes. Les écoles adaptent leurs horaires pour intégrer les temps de collecte. Les marchés se synchronisent sur les cycles de reproduction. Les zones autrefois dépendantes regagnent une marge d'autonomie. Les villages isolés s'inscrivent dans un réseau fluide, où chaque foyer contribue à stabiliser l'ensemble. Les relevés, répétés saison après saison, confirment que la transformation ne relève plus d'une anomalie, mais d'un nouvel état du territoire. Le premier argument critique émane d'économistes qui considèrent qu'un élevage diffus ne peut assurer la sécurité alimentaire d'un pays entier. Ils soutiennent que la fragmentation des unités de production empêche toute montée en échelle crédible et introduit des variations trop fortes pour être absorbées par un système national. Les cycles biologiques, selon eux, manquent de prévisibilité. Ils dépendent des pluies, des températures et des aléas propres au Sahel. Le modèle, dans cette optique,
ne pourrait qu'offrir des gains éphémères, jamais suffisamment solides pour soutenir une souveraineté durable. Ils craignent enfin qu'un réseau de micro-couvées ne reproduise des inégalités locales, les villages les mieux organisés captant les premiers bénéfices. Le deuxième argument relève d'une inquiétude différente. Certains observateurs redoutent qu'une stratégie centrée sur une seule espèce rende l'ensemble fragile face à un choc environnemental. Une maladie, une modification inattendue des routes migratoires ou une sécheresse prolongée pourrait perturber brutalement la reproduction. Dans ce scénario, les couvées deviendraient un point unique de vulnérabilité, entraînant un effondrement rapide des foyers qui ont construit leur autonomie sur cette source. L'idée d'un pari biologique revient souvent dans ces analyses, accompagnée d'un soupçon. Une stratégie fondée sur une seule dynamique vivante serait trop romantique pour résister aux réalités du Sahel. La réponse à ces critiques ne cherche pas à les nier. Elle s'appuie sur les données mêmes du terrain, qui décrivent un système circulaire plutôt qu'une dépendance unilatérale. Les pintades activent une chaîne d'effets complémentaires: fertilisation organique, réduction des insectes dévastateurs, stabilisation progressive des sols, réorganisation des marchés locaux et structuration de coopératives capables d'amortir les variations. Les villages transforment les couvées en flux partagés, et les pertes d'un hameau sont souvent compensées par les surplus d'un autre. Ce maillage horizontal limite les points de rupture. Il ne repose ni sur un centre unique, ni sur une ressource isolée. La vision portée par Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un pari que comme un système distribué, où la résilience vient de la multiplicité des usages et de la diffusion des responsabilités. Dans cette configuration, la fragilité supposée devient la condition même de la robustesse. Le désert bouge. Cette phrase, prononcée à voix basse par un agriculteur de la région de Dori, émerge au moment exact où le programme franchit un seuil que personne n'attendait. Les satellites commencent à détecter des stries vertes le long des trajectoires suivies par les pintades, comme si le vivant retraçait ses propres itinéraires sur une terre que l'on croyait immobile depuis des décennies. Les images surprennent les techniciens. La régénération n'est plus concentrée autour des couvoirs. Elle se diffuse en arcs irréguliers, reliant des zones autrefois isolées. Les familles parlent d'un mouvement instinctif qui dépasse leur seule organisation. Elles observent que les oiseaux se dirigent vers les espaces les plus appauvris, là où la terre manque de respiration. Les villages interprètent ces déplacements comme une forme de boussole naturelle qui accélère la restauration. Les coopératives ajustent leurs pratiques en fonction de ces migrations partielles, renforçant les zones affaiblies, redistribuant les couvées, multipliant les échanges. L'idée initiale défendue par Ibrahim Traoré, une souveraineté qui naît de la maîtrise du vivant, acquiert ici une dimension nouvelle. Le système semble prolonger l'intention humaine en l'étendant à l'échelle du paysage. Un changement d'épaisseur, discret mais irréversible, réécrit la dynamique entière du Sahel. Dans les campagnes, les effets se manifestent d'abord dans la manière dont la terre réagit aux cycles répétés. Les familles observent que les sols retiennent mieux l'humidité et que les pousses réapparaissent là où les cultures semblaient condamnées et qui tu semblais condamné. Les fientes, accumulées sans excès, créent une fertilisation diffuse qui stabilise les micro-écosystèmes autour des villages. Les agronomes notent enfin que la diversité des herbes locales s'élargit lentement, signe d'une restauration enracinée dans la continuité plutôt que dans l'intervention extérieure. Sur le plan économique, la transformation prend la forme d'un glissement progressif des flux. Les marchés régionaux réorganisent leurs étals à mesure que les produits issus des couvées gagnent en disponibilité. Les familles consacrent une part plus faible de leur budget aux importations coûteuses et réinvestissent ce qu'elles économisent dans des outils artisanaux, consolidant un tissu productif proche du foyer. Les coopératives, devenues plus assurées, gèrent les excédents, harmonisent les échanges et ancrent l'économie dans une logique de circulation interne.
Dans les foyers, la dynamique est encore plus visible. Les enfants participent naturellement à la gestion des couvées, ce qui renforce leur rôle dans l'économie domestique et stabilise leur présence au village. Les femmes coordonnent les collectes, structurent les répertoires de reproduction et intègrent les pratiques d'élevage dans les routines du foyer. Les familles, longtemps soumises à l'attente des camions d'aide, découvrent une continuité nouvelle dans leur journée, où la gestion du vivant remplace les incertitudes d'autrefois. À l'échelle régionale, les délégations venues du Mali, du Niger et du Tchad observent la cohérence d'un modèle qui reconstruit la souveraineté sans recourir à des infrastructures lourdes. Les organisations sahéliennes évoquent déjà une coordination axée sur la régénération des terres, plutôt que sur les seules réponses d'urgence. Les villages frontaliers échangent leurs pratiques, partagent des incubateurs artisanaux et adaptent leur système de reproduction aux contraintes écologiques locales. Dans cette recomposition, la vision promue par Ibrahim Traoré acquiert une portée transfrontalière, car elle démontre qu'un territoire peut renforcer sa stabilité par des dynamiques nées à l'échelle des foyers. Le scénario de base s'appuie sur la continuité des cycles déjà stabilisés. Les villages conservent les rythmes de reproduction acquis durant les premiers mois, ce qui permet aux coopératives de mesurer plus précisément les variations d'une saison à l'autre. Les marchés régionaux poursuivent leur réorganisation, en intégrant davantage de produits issus des couvées locales et en limitant progressivement la dépendance aux cargaisons extérieures. Les foyers réinvestissent les économies réalisées dans des outils simples, abris renforcés, systèmes artisanaux de suivi, petits incubateurs, créant un tissu technique cohérent sans modifier la philosophie du programme. Dans ce cadre, la progression demeure modérée mais régulière, et l'autonomie avance par accumulation lente plutôt que par rupture. Le scénario optimiste repose sur une amplification régionale. Les pratiques expérimentées dans le Nord gagnent les villages proches des frontières, qui adaptent les couvées aux contraintes locales. Les coopératives transfrontalières émergent autour de réseaux légers d'échange, permettant aux foyers de compenser plus facilement les pertes ponctuelles. Les marchés frontaliers, stimulés par une offre plus abondante, diversifient les produits issus du vivant. Viande séchée, engrais organiques, matériaux artisanaux dérivés des plumes et des excédents biologiques. L'amélioration des sols s'étend à de nouvelles zones, et la restauration progressive modifie la manière dont les villages organisent leur saison. Dans cette hypothèse, l'ensemble du Sahel commence à percevoir l'intérêt d'un modèle fondé non sur la dépendance, mais sur la gestion distribuée. Le scénario critique décrit une fragilisation temporaire du système. Une variation climatique, une perturbation des routes migratoires ou une sécheresse prolongée pourrait réduire les couvées pendant plusieurs semaines. Les villages les plus isolés se trouveraient en difficulté, contraints de ralentir leur cycle pour préserver leurs réserves. Les coopératives, cependant, atténueraient une partie du choc en redistribuant les excédents et en renforçant les zones les plus affaiblies. Même dans ce cas, les acquis organisationnels, registres, pratiques communes, coordination rurale ne disparaîtraient pas, car ils reposent sur une mémoire collective plutôt que sur un dispositif centralisé. La recommandation essentielle consiste à lire ces scénarios non comme trois chemins opposés, mais comme trois rythmes possibles d'un même système vivant, capable d'absorber les écarts, tant que les gestes demeurent réguliers et transmis. Pour ceux qui vivent au plus près de la Terre, l'impact du programme se lit immédiatement dans les gestes du matin. Les agriculteurs remarquent que les œufs remplacent progressivement l'attente des cargaisons et que les cycles de reproduction structurent désormais les journées. Les jeunes, qui autrefois envisageaient le départ comme unique solution, découvrent une forme de stabilité dans le rôle qu'ils occupent au sein des couvées. Les familles voient dans ces évolutions une reprise de contrôle, modeste mais réelle, sur ce qui conditionne leur quotidien. Du côté de ceux qui cherchent de nouveaux repères économiques, la transformation ouvre d'autres perspectives. Les artisans créent des outils simples pour renforcer les abris, tandis que les coopératives stimulent l'apparition de micro-entreprises centrées sur la transformation des plumes, des déchets organiques ou des surplus biologiques.
Les marchés locaux gagnent en densité et en diversité, donnant aux foyers la possibilité de réinvestir ce qu'ils économisent dans des pratiques durables. Cette économie naissante ne dépend pas d'un apport extérieur massif. Elle repose sur des savoir-faire que chacun peut ajuster et transmettre. Pour ceux qui observent et se projettent, la dynamique offre un champ d'interprétation plus large. Les étudiants et les enseignants y voient une démonstration d'autonomie fondée non sur la technologie avancée, mais sur la cohérence entre mémoire locale et cycle naturel. Les jeunes citadins, souvent éloignés des pratiques rurales, perçoivent dans le mouvement une manière de repenser la souveraineté au niveau du foyer. Les voies régionales, elles, identifient un modèle capable d'inspirer d'autres zones vulnérables du Sahel. Au fil de ces trajectoires, une même idée circule discrètement. Ce type de programme ne transforme pas seulement la Terre, il modifie la manière dont chacun imagine ce qui est encore possible. La consolidation du programme exige une coordination soigneuse entre les acteurs locaux, les structures communautaires et les dynamiques biologiques déjà stabilisées. Chaque étape repose sur des outils simples, des responsabilités claires et des indicateurs mesurables permettant aux villages de suivre leur progrès sans dépendre d'un dispositif extérieur. Comme premier point, structuraire des BSBB régionaux. État plus coopérative. Les centres de formation doivent être installés dans chaque zone rurale afin d'enseigner les pratiques de reproduction, l'entretien des couvées et la gestion des flux. Les jeunes y apprennent à tenir les registres, à anticiper les variations saisonnières et à répartir les excédents. Indicateurs, nombre de foyers accompagnés et stabilité des cycles locaux. Comme premier point, renforcer les infrastructures rurales. Municipalités, plus communautés. Les villages doivent créer des puits, améliorer les abris et mettre en place des circuits de distribution courts pour limiter les pertes. Les matériaux disponibles localement suffisent pour structurer ces réseaux. Indicateurs, réduction du temps nécessaire pour acheminer les produits villageois vers les marchés. Comme premier point, intégrer une technologie légère, artisan plus jeunes diplômés. Les incubateurs artisanaux, les outils de comptage et les systèmes simples de suivi renforcent la continuité du cycle sans rompre avec les équilibres naturels. Indicateurs, régularité des reproductions et diminution des pertes imprévues. Comme premier point, diffuser les récits et les méthodes. Radiose plus école, plus artistes. Les langues locales doivent se servir de support à la transmission des pratiques, afin que les familles adoptent les mêmes repères. Indicateurs, participation communautaire et fréquence des programmes dédiés. Comme premier point, consolider le financement interne. Coopérative, plus réseau d'épargne. Les systèmes de microcrédit centrés sur les couvées permettent d'étendre le programme sans dépendance extérieure. Indicateur, croissance du nombre de couvoirs autonomes. À travers ces étapes, la vision défendue par Ibrahim Traoré devient une méthode durable, une souveraineté qui se construit par ajustements successifs, mesurés et partagés. Les premiers gestes observés à Dorikaya continuent de résonner comme une preuve silencieuse. Le souvenir de l'agriculteur qui évoquait une terre respirant différemment, ou celui de la mère d'Arbinda voyant ses enfants compter les couvées à l'aube, revient désormais comme un fil conducteur. Ces scènes, modestes en apparence, forment la matière même d'une souveraineté reconstruite pas à pas. Elles montrent qu'un territoire peut retrouver sa stabilité lorsque les gestes quotidiens portent davantage de poids que les promesses lointaines. Dans ces récits, la vision soutenue par Ibrahim Traoré trouve un écho naturel. Elle n'apparaît ni imposée, ni spectaculaire, mais se cristallise dans la manière dont les villages réapprennent à s'appuyer sur leur propre cycle. Les familles, les jeunes, et les coopératives y trouvent un rythme qui leur appartient. Un espace où l'autonomie ne relève plus d'une aspiration abstraite, mais d'une pratique vivante. Le désert ne change pas d'un seul mouvement.
Il se transforme par fragments, par décisions répétées, par la persévérance de ceux qui refusent de rester immobiles. Et vient alors la phrase qui sert de ligne de force. La souveraineté commence là où un geste persiste. Dans les villages du Nord comme dans les zones plus éloignées, les gestes accumulés au fil des mois ont fini par créer une manière différente de regarder le quotidien. Les familles constatent que les cycles du vivant deviennent un repère, non seulement pour produire, mais aussi pour organiser les liens, les échanges et la confiance partagée. Les marchés, les abris, les coopératives et les récits tissés de village en village, composant désormais une trame où chacun reconnaît une part de lui-même. Ce mouvement ne se résume pas à une méthode agricole. Il s'apparente à une manière d'habiter un territoire en lui redonnant une respiration commune. Dans cette dynamique, chaque spectateur peut trouver un espace d'engagement possible. Il peut s'agir de transmettre une expérience, d'écouter un témoin, de soutenir une initiative locale ou simplement de suivre l'évolution de ces gestes qui se répètent. L'essentiel réside dans la continuité, ce que chacun décide de maintenir, d'encourager ou de raconter. Une question subsiste alors, ouverte à toutes les interprétations. Comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à un avenir qui se construit au rythme du vivant ?